Bonjour à tous, merci d'être restés ici pour cette conférence autour de Laudato Si qui va permettre peut-être d'apporter et une dimension spirituelle et très humaine, très sociale à la conférence très technique que vous venez d'avoir sur le climat, parce qu'ici on va parler de Laudato Si, un encyclique qui a été écrit par le pape et publié en 2015, voilà. Donc nos deux intervenants vont pouvoir vous la présenter, et pour vous la présenter donc, vous pourrez écouter donc Anne Doutrio. Je sais pas si vous voulez. Bah oui, comme ça on... voilà, c'est... Anne Doutrio, donc vous êtes la coordinatrice française du mouvement Laudato Si. Le mouvement Laudato Si, c'est une organisation mondiale. Vous pourrez peut-être nous expliquer un peu en quoi il consiste. Voilà, ce que vous pouvez en tout cas retenir, c'est que ce mouvement il s'emploie à faire vivre concrètement aux catholiques donc, cette encyclique de Laudato Si. Donc, voilà, on va vite comprendre avec vous en quoi ça consiste. Et à vos côtés, Anne, on a la chance d'avoir Bruno Dufay, qui est responsable du groupe de réflexion écologie intégrale au centre Théard de Chardin, voilà, qui est un centre qui est ouvert au cœur en fait, du pôle technologique et scientifique sur le plateau de Saclay, et voilà, qui réfléchit notamment aux évolutions scientifiques et technologiques d'un point de vue philosophique, et vous en l'occurrence vous êtes notamment spécialiste de l'intelligence artificielle. Et alors avant parce que vous avez préparé tous les deux exposés pour sensibiliser notre public à Laudato Si, mais avant de commencer, je voulais vous demander si vous pouviez nous raconter quand et comment vous avez reçu cette encyclique. Est-ce qu'il y a eu un avant, un après? Est-ce que finalement c'était quelque chose de progressif? Voilà, comment est-ce que vous l'avez reçu? Je sais pas qui veut commencer. Ouais. Voilà. Bonjour et merci d'être resté. On a eu peur que la salle se vide. Alors moi, je ne l'ai pas lu tout de suite, l'encyclique Laudato Si, j'en ai entendu parler quand elle est sortie. Et je me suis dit, ça a l'air intéressant, moi l'écologie ça m'intéressait, mais j'avoue que je ne me suis pas plongée dedans. Et puis, quelques années après, on a voulu faire un événement sur la paroisse autour de Laudato Si, on s'est dit, c'est une bonne idée avec les jeunes. Et j'ai commencé à le lire, et en fait j'ai mis énormément de temps à le lire, parce que je prenais des notes sur tout ce qui me semblait intéressant. Et mon mari me voyait faire ça, il passait, il disait, tu sais, t'es pas obligé de recopier toute l'encyclique. Moi je disais, mais si, je t'assure, cette phrase-là, il est vraiment faut que je la note. Voilà. Et donc c'est petit à petit, et j'étais impressionnée par la profondeur de l'analyse dont on va parler tout à l'heure, que le pape François fait de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Eh bien, pour moi, c'est un petit peu la même histoire. J'ai lu d'abord un peu vite, et puis il a fallu un peu une relecture, une relecture, et c'est là que je me suis rendu compte de la profondeur et de la grande dimension de cette encyclique. Et en particulier pour moi, il y a un peu un avant et un après, parce que pour moi l'écologie était une question strictement environnementale, avec toutes les questions techniques, un peu tout ce qu'a dit Madame Masson-Delmotte tout à l'heure. Et soudainement, grâce à cette encyclique, j'ai compris à quel point la crise écologique est liée à une crise spirituelle, et qu'on ne peut pas comprendre ou avancer sans relier et bien comprendre l'interaction qu'il y a entre les deux. Je vous propose peut-être de rentrer donc dans le vif du sujet, dans cette encyclique, avec vous, Anne, qui allait nous expliquer pourquoi est-ce que c'est une somme. Tout à fait. Alors je l'ai porté pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Vous avez vu, c'est pas si impressionnant en longueur, hein. Vous pouvez y aller, ça se lit bien. Oui, un mot sur ce mouvement Laudato Si, c'est un mouvement catholique international donc qui s'inspire de l'encyclique, qui réunit toutes les personnes qui veulent agir à leur manière, dans leur contexte, et il est présent dans 160 pays, dans beaucoup de pays du Sud. Donc c'est aussi un regard peut-être un peu particulier qu'on pose sur l'encyclique à cause de ça. Alors, qu'est-ce que c'est que cette encyclique? Donc c'est un livre, je vous l'ai montré, et c'est une encyclique, donc je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle, mais donc ça veut dire que c'est un texte extrêmement important pour l'Église catholique, un texte qui donne un cap. Et c'est une lettre, parce qu'on parle de lettre encyclique. Et le pape François, dans Laudato Si, explique qu'il écrit non seulement aux catholiques, mais à tous les habitants de la planète. Ce qui veut dire que chaque personne peut se sentir concernée par ce texte. Donc elle a été publiée en 2015,
Et puis quand c'est sorti en 2015, il y a eu un écho très important, notamment des personnes engagées dans l'écologie, en disant que c'est extrêmement intéressant. Moi, quelqu'un me racontait, c'est rigolo, elle est très très engagée dans l'église, elle me disait, j'ai des amis qui sont Extinction Rébellion, ils m'ont dit, ton pape, c'est celui qui explique le mieux ce qu'on essaye d'expliquer aux autres. Je trouve ça assez drôle comme rapprochement. Donc ça vient parler aux écologistes, mais le pape François, lui, quand il parlait, il disait pas c'est une encyclique écologique, il disait c'est une encyclique sociale. Et il y a vraiment cette dimension sociale que soulignait Bruno qui est très importante et qui a gardé en tête parce que justement cet apport c'est aussi de ne pas séparer la dimension écologique de la dimension sociale. Et qu'est-ce que fait le pape dans ce texte? Alors il y a une introduction que vous lirez qui est très belle, où il parle notamment de François d'Assise, et puis il invite à regarder le monde aujourd'hui, et le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et le monde tel qu'il est aujourd'hui, on a eu un petit aperçu là tout à l'heure avec Valérie Masson-Delmotte. On peut dire qu'il y a des choses qui sont quand même un petit peu inquiétantes au niveau du climat. On a une crise climatique, mais on a aussi une crise de la biodiversité. On a aussi une crise au niveau de l'eau. On a aussi de la pollution. On a aussi des inégalités sociales. On a aussi de l'individualisme, de la surconsommation. Des relations entre les personnes qui se détériorent, et en fait le pape François il met tout ça ensemble, et il dit en fait tout ça c'est un seul problème. Et si on veut vraiment comprendre, si on veut vraiment le résoudre, il faut bien comprendre que ce n'est pas plusieurs crises, mais c'est une seule crise socio-environnementale. Et il invite à regarder dans ce qui se passe dans le monde, il parle de prendre une douloureuse conscience, et c'est pas pour aimer se faire mal à être bien déprimé après, c'est pour, en se laissant toucher, chacun trouver la contribution qu'on a envie d'apporter. Et c'est ça la première étape de Laudato Si. Et alors une fois qu'on a dit ça, le pape nous dit, ben voilà cette crise énorme qui concerne tout le monde doit apporter une contribution. C'est quoi la contribution des catholiques? Qu'est-ce qu'on peut apporter à la réflexion? Et bien, ce qu'on peut apporter à la réflexion, c'est d'aller voir ce que nous dit notamment la Bible sur ces questions-là. Et c'est très intéressant d'ailleurs parce qu'on est sur quelque chose de très contemporain mais qui nous ramène sur des choses extrêmement anciennes dans ce que nous avons dans notre foi. Une première chose, en revenant un peu, alors là on ne peut pas revenir plus au départ, si on revient au commencement, voilà, au début de la Bible, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et il y a cette idée de dire la création, donc le monde qui nous entoure, toutes les créatures vivantes, nous aussi êtres humains, cette création, il faut la comprendre comme un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous. Il y a cette idée de dire à la fois, on a un même Père, ça nous crée un lien les uns avec les autres et avec aussi cette création qui est autour de nous. Et en même temps, cette création, c'est un cadeau. Et moi, j'ai beaucoup travaillé en catéchèse avec des enfants. Et les enfants, ils diraient que quand quelqu'un qui nous aime nous fait un cadeau, on en prend soin. On ne fait pas n'importe quoi avec. Et il y a cette idée déjà de responsabilité, à la fois de gratuité. Dieu nous donne ce monde gratuitement. Et à la fois, ça nous donne une responsabilité dans ce monde de qu'est-ce qu'on va faire de ce monde extraordinaire que Dieu nous a donné. Et bien pour répondre à ça, le pape s'appuie sur le deuxième récit de la création dans la Genèse. Alors je ne sais pas si ça vous rappelle des souvenirs. Donc il y a le premier récit au commencement Dieu créa le ciel et la terre avec le premier jour, le deuxième jour, etc. Et il y a le deuxième récit, celui où il y a Adam et Ève un petit peu plus tard, qui nous dit, le Dieu crée l'homme, il dit le Seigneur prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et qu'il le garde. Et cette phrase-là, en fait, c'est la clé pour comprendre quelle est notre attitude à avoir dans la création. C'est-à-dire que ça nous dit deux choses. Ça nous dit qu'on doit être comme un jardinier. Et le jardinier, on ne peut pas dire qu'il ne fait rien dans la nature, enfin qu'il est dans son jardin, forcément il fait quelque chose. Il va faire pousser des plantes, par exemple il va faire un potager. Les légumes qu'il va faire pousser, ce n'est pas des légumes qui seraient sortis tout seuls s'il n'avait rien fait. Donc on a ce rôle dans le monde de faire sortir des choses qui sont possibles, mais qui ne vont pas se réaliser si nous on n'agit pas. Et en même temps, le jardinier il prend aussi soin de son jardin. Il n'a pas envie que son jardin devienne un désert et que dans 2 ans plus rien ne pousse. Il a envie de transmettre à ses enfants. Et bien de la même manière, nous à la fois on va faire sortir des choses qui ne sont pas au départ, et à la fois on va avoir cette responsabilité de prendre soin et pour pouvoir transmettre ce jardin, et aussi parce que ce jardin, le jardinier il aime, il a envie qu'il soit beau, qu'il vive, qu'il soit resplendissant, ben nous aussi par amour on va prendre soin. Une dernière chose que j'avais envie de mettre en avant sur notre foi, c'était la place du Christ. On a beaucoup parlé, quand on a parlé de Laudato Si, de Dieu créateur et de Dieu qui nous confie le monde, ce qui est important.
Et je trouve qu'on n'a peut-être pas suffisamment parlé de ce que le Christ nous disait par rapport à notre rôle dans la création. Et ça, le pape François le fait dans Laudate Deum, qui est un texte qu'il a écrit 8 ans après Laudato Si, qui vient un peu te mettre dans la continuité, en nous parlant, en nous invitant à regarder Jésus et comment Jésus se comporte. C'est pas forcément tellement ce que Jésus explique sur le lien avec la création, c'est plutôt la manière dont il vit en lien avec cette création, dont il s'émerveille, dont il invite à contempler les lys des champs. Il y a des très belles paraboles aussi qui s'inspirent de la nature. Et en fait, nous, finalement, par rapport à la création, on est invités à se mettre à l'école de Jésus et à essayer de se comporter comme lui. Et moi, je dis toujours qu'essayer d'imiter Jésus en tant que chrétien, ça paraît quand même un bon point de repère. Et ça me ramène à cette image que j'avais très envie de vous montrer. Ça, c'est une photo d'un Christ qui a été retrouvé à Valence, en Espagne, après les inondations. Ils ont fouillé dans la boue, ils ont trouvé ce Christ. Et ça a tourné sur les réseaux sociaux à l'époque parce que c'est devenu un peu le symbole pour les Espagnols de cette crise qui avait été vécue. Et je suis toujours émue quand j'en parle, je suis désolée, des fois, voilà. En fait, pour moi, ça symbolise le Christ qui est là avec ceux qui souffrent. Il est là avec ceux qui souffrent de cette inondation, qui ont perdu leur maison, qui ont perdu un certain nombre de choses. Et il est aussi là avec la création qui souffre, avec tout ce qui a été endommagé. Et en même temps, ce Christ, on croit, on sait qu'il y a la résurrection derrière. On sait que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Et c'est une formidable invitation à nous se projeter dans une espérance et à dire à la fois, comme le Christ, on est avec ceux qui souffrent. Et ça nous fait mal au cœur suivant ce qui se passe. Et en même temps, avec lui, on va sur ce chemin de résurrection et on va vers autre chose qui peut naître et qui peut être extraordinaire et rempli d'amour. Ça, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je vais passer peut-être un petit peu vite. La racine de la crise, donc il y a une seule crise. Donc on a dit une seule crise socio-environnementale. Et une seule crise qui a une seule racine. Et cette racine, finalement, ça rebondit avec ce que disait Valérie Vincent-Delmotte, elle vient de l'homme, elle vient du comportement de l'homme, des actions de l'homme. Et pourquoi l'homme agit comme ça? C'est parce qu'en fait, il a une manière de voir le monde qui n'est pas si récente que ça, enfin qui n'est pas si vieille que ça, qui est apparue à peu près au tournant, on va dire, ça a commencé à naître un peu après Descartes. Il voit le monde comme une sorte de mécanique qu'on pourrait dominer. Finalement, c'est des pièces, tout est une ressource. Et si cette ressource est utile pour moi, je vais m'en servir, et c'est intéressant à préserver. Et puis si cette ressource, elle ne me semble pas intéressante, finalement, je peux la jeter. Et puis si tout est une ressource, et que quand j'en ai plus besoin, je le jette, ça veut dire qu'un objet qui ne fonctionne plus, je vais le jeter, mais une personne qui n'est plus efficace, qui n'est plus aussi en bonne santé, finalement, je vais la mettre de côté, parce que voilà, je ne vais pas chercher à réparer, je ne vais pas chercher à prendre soin. Et on voit que c'est la même logique, c'est ce que le pape appelle la culture du déchet. Une autre manière de voir les choses, ça peut être de dire, finalement, je décide ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de ce qui m'arrange. Et ça, c'est une manière de présenter les choses qui interpelle toujours beaucoup les gens qui connaissent ces questions écologiques et qui ne sont pas croyants, et qui me disent, ouais, c'est exactement ça. Et moi, ça m'amuse toujours un peu, je me dis, en fait, je leur parle du péché originel, de vouloir prendre la place de Dieu, ils ne le savent pas, mais c'est ça, en fait. Et eux, ils me disent, mais ça, c'est la clé, donc c'est ce qu'il appelle le paradigme technocratique, qui n'est pas une très bonne expression, mais c'est vraiment, je pense que vous comprenez cette idée de voir le monde comme une ressource et de se poser en dominateur. Et évidemment, on est invité à sortir de ça. Ça nous invite donc à une conversion. Et là, je vous ai mis une citation que j'aime beaucoup. La première partie nous dit, donc, s'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Cette histoire de désert extérieur à intérieur, ça c'est une citation de Benoît XVI. La crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Et le pape François nous dit, les chrétiens ont besoin d'une conversion écologique. Et conversion écologique, c'est pas une conversion à l'écologie, comme on a parfois critiqué les gens qui étaient engagés dans Laudato Si. La conversion écologique, c'est laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Donc on est vraiment complètement au cœur de notre foi, et c'est pour ça qu'un peu plus loin dans cette citation, il nous dit c'est pas quelque chose d'optionnel. C'est pas on rajoute quelque chose, c'est en fait parce qu'on se convertit et qu'on rentre dans cette dimension d'amour, on change forcément notre manière de vivre, de voir le monde, et c'est ça nous amène aussi vers quelque chose au niveau de l'écologie. Et de l'écologie intégrale. Et je ne sais pas que j'en suis sur le temps. Ah ben ça va, je suis à l'aise. Ouais, franchement. Non, voilà, j'avais peur de dépasser, mais tout va bien. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écologie intégrale? Alors, écologie intégrale, ça ne veut pas dire... certains disaient c'est l'écologie à toutes les sauces. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, on va regarder comme c'est ce problème qui est tellement vaste et tellement complexe,
Si on regarde juste un bout, si on regarde juste par exemple la question de la biodiversité, on ne va pas pouvoir trouver les bonnes solutions. Il faut qu'on regarde le problème dans son ensemble et regarder donc tous les aspects du problème pour essayer de trouver des solutions. Et ça veut dire qu'on ne va pas avoir la solution magique qui va résoudre facilement sans avoir besoin de réfléchir. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans la complexité. Et un très bon exemple, c'est l'agriculture, par exemple. Si on commence à se dire, soit on s'intéresse aux conditions de travail des agriculteurs, soit on s'intéresse à la biodiversité des écosystèmes, on ne peut pas s'en sortir. Le Secours catholique a fait une très bonne étude sur l'alimentation qui prend tous ces aspects, aussi l'impact sur la santé et comment est-ce que les plus vulnérables ont accès à une alimentation saine. Et en fait, leur conclusion, c'était il faut changer le système et c'est là on va agir sur tous ces problèmes en même temps. Voilà, entrer dans la complexité, sortir des solutions toutes faites et des clivages aussi, parce que si on est sur des solutions toutes faites, eh ben, on se tape dessus pour savoir s'il faut s'occuper des agriculteurs ou de la biodiversité, et ben, on s'en sort pas non plus. Et le pape nous dit, les solutions, elles sont à trouver avec les gens qui sont sur le terrain. Parce que c'est eux qui savent, ils connaissent le contexte, ils savent, et aussi c'est eux qui se projettent sur le long terme, qui vont penser à leurs enfants, à comment est-ce que ce territoire, ils veulent le voir évoluer. Et quelque part, enfin, je vais reprendre l'expression que Valérie Vasson-Desbottes a beaucoup utilisée, c'est une bonne nouvelle, ça nous invite à nous retrouver ensemble. Et ce qui est assez beau dans cette question d'écologie intégrale, c'est que comme ça demande plein de compétences, plein de regards différents, c'est pas une personne qui va trouver la solution toute seule. C'est ensemble qu'on va chacun, en combinant nos regards, réussir à trouver la solution. Et des solutions qui seront plus proches du terrain. Et c'est entrer en dialogue. On a beaucoup besoin, je pense aujourd'hui, de remettre du dialogue sur ces questions-là, de sortir des a priori, des préjugés. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, on a un rôle particulier pour créer ces espaces de dialogue, notamment quand on est impliqué dans une paroisse. Les paroisses, c'est des endroits extraordinaires où les gens se rencontrent alors qu'ils ne se seraient jamais rencontrés autrement. Et ça, c'est des endroits comme aujourd'hui, c'est aussi un endroit où on peut rencontrer, on peut dialoguer, on peut réfléchir ensemble. Et enfin, pour finir, c'est une photo que j'aime beaucoup, il y a eu une conférence pour fêter les 10 ans de Laudato Si l'année dernière, on était à côté de Rome, à Castel Gandolfo, on a eu le pape Léon qui est venu, enfin ça a été incroyable, vous rencontrez si vous voulez avec Arnaud de Charsonnelière, enfin c'était un truc de fou. Voilà, et donc ça c'est les 3 directeurs exécutifs du mouvement Laudato Si. Il y a Thomas Ilsoa, il y a Susanna Refega et il y a Lorna Gold qui est l'actrice directrice exécutive. Et donc ils se retrouvaient, on travaille beaucoup en visio, donc là ils se retrouvaient en vrai, donc il y avait un côté un peu émouvant de se retrouver en vrai aussi. Et ça dit quelque chose de comment on vit ensemble et comment on agit ensemble. C'est-à-dire que c'est pas seulement, voilà, on prend notre croix, on va affronter un truc super difficile. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de fraternité. C'est des liens qui se créent, et moi je rencontre des gens complètement incroyables en travaillant au mouvement Laudato Si, donc c'est une vraie chance. Et quand on est sorti de cette conférence, Lorna qui faisait le discours de clôture disait on a parlé de tous les sujets les plus difficiles, et en fait moi je suis frappée par la joie qu'il y avait, et en fait on va aller à la COP, parce qu'on travaillait cette idée qu'est-ce qu'on va porter à la COP en tant que mouvement, on va aller à la COP et ce qu'on va porter à la COP c'est la joie. Et ça résonne très fort avec une phrase qui est tout à la fin de l'encyclique, dans les dernières phrases, qui est « Marchons en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. » Bah, Comment vous voulez fonctionner? bah là, non, je propose peut-être d'enchaîner et puis comme ça, gardez peut-être vos questions si vous avez des questions sur l'intervention de Anne pour la fin. Je pense qu'on aura le temps de échanger en même temps. Ah, c'est littéralement impossible. Bien, donc je vais enchaîner toujours dans la lignée de Laudato Si, vous parler des travaux que nous avons faits sur ce sujet au centre Teilhard de Chardin. Alors, le centre Teilhard de Chardin se trouve un petit peu loin d'ici, sur le plateau de Saclay, au milieu des grandes écoles, et c'est un endroit assez particulier parce que on est entouré de chercheurs, on est entouré de gens extrêmement pointus dans un tas de domaines. Et donc, le centre Teilhard de Chardin a comme mission d'abord d'apporter le culte catholique sur cet endroit où il n'y avait strictement rien, il n'y avait aucune chapelle, aucune église, rien, donc il fallait bien qu'il y ait un endroit pour que les étudiants puissent se réunir et aller à la messe. Et puis le deuxième volet dans ce centre, c'est justement d'être un espace de dialogue entre tous ces gens qui normalement ne se croisent pas.
Vous savez, comme en France, on est assez cloisonné, assez cartésien, donc les mathématiciens d'un côté, les physiciens ici, alors de temps en temps ils travaillent un petit peu ensemble, enfin bon, chacun a quand même son périmètre bien cloisonné, et puis alors quand on parle ensuite d'aller discuter avec les sciences humaines, ou les spiritualités, alors là c'est plus possible du tout, quoi, impensable pour eux. Donc le Centre Teilhard de Chardin essaye de proposer des moments où un scientifique de la physique, de l'astrophysique par exemple, pourra discuter qu'un philosophe, avec un prêtre catholique, avec un imam, etc. De façon à ce que on puisse tous ensemble d'abord mieux se connaître, c'est la première étape, et puis également comprendre mieux le monde et apporter des nouveautés en faisant ces connexions. Voilà. Donc c'est ça le Centre Teilhard de Chardin, et à l'intérieur du centre, eh bien, il existe des groupes de réflexion, un sur l'intelligence artificielle, un sur l'écologie, un sur l'éthique et l'entreprise. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, venez voir et vous pourrez nous rejoindre pour ces travaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'écologie? Eh bien voilà, on était complètement emballé par l'écologie intégrale. On a vu parmi nous un père, un frère franciscain, il est à côté, donc malheureusement il n'est pas là, c'est Benoît Dubigeon, franciscain, donc il nous a apporté une dimension franciscaine autour et en plus de la dimension jésuite, on va dire, du pape François. Et puis on avait également en toile de fond Teilhard de Chardin. Alors, je ne sais pas qui connaît la pensée de Teilhard de Chardin, oui, non, un petit peu, bon voilà. Alors, malheureusement, il est beaucoup moins connu au XXIe siècle, mais ça a été une sommité au milieu du XXe, une sommité scientifique, géologue, paléontologue, et puis également un intellectuel, un philosophe, un théologien tout à fait, j'allais dire, assez exceptionnel, quoi, au sens que sortant des sentiers habituels. Et donc, voilà, si vous prenez Saint François, Teilhard de Chardin, le pape François, et vous mélangez tout ça, et ben on a voulu avancer dans cette direction de faire une synthèse. Et on a fait un certain nombre de conférences avec des gens de tous bords. Encore une fois, comme je vous disais, c'est la mission du centre. Alors on a eu des gens qui étaient des pro-nucléaires, des anti-nucléaires, des pro-ceci, des anti-cela, toutes sortes de gens, de toutes les disciplines, enfin, de beaucoup de disciplines, on va dire toutes, de la philosophie, à l'écologie, aux sciences humaines, etc. Donc c'était intéressant parce qu'à chaque fois on leur disait, mais qu'est-ce que vous pensez de l'écologie? Alors, on a récupéré comme ça une vingtaine de conférences et on s'est dit, voilà un matériau tout à fait passionnant. Et on a essayé de faire une synthèse. Synthèse de Saint François, de Pape François et de Teilhard de Chardin, et synthèse d'une vingtaine de conférenciers qui chacun exprimait un point de vue différent. Et alors, qu'est-ce qu'on a réalisé? Eh bien voilà, on a réalisé cette synthèse en disant, Laudato Si, c'est formidable, ça donne une impulsion, ça donne une envie de se convertir, comme on le dit, mais il y a un inconvénient, c'est que parfois, après avoir lu l'encyclique, on est vraiment content, mais on se dit, mais et par quelle bouche je vais le prendre maintenant? Voilà, moi je suis un décideur dans une commune, voilà, ici à Athis-Mons, je dois prendre la décision, je vais vous donner un exemple très concret qu'on a connu, refaire le stade de foot. Ça c'est un sujet. Alors, je peux très bien dire, bon, je ne refais pas le stade de foot, ça coûte trop cher, et puis tant pis. Je peux aussi dire, je vais le refaire, mais avec des matériaux écologiques, et ça va me coûter 3 fois plus cher. Ou bien je vais dire, oh, je remets du macadam, et puis voilà, ça va aller. Et donc, on a eu des tas d'exemples de gens qui sont venus nous voir en parlant d'exemples concrets, en disant, mais je ne sais pas trop comment, moi je pense que Laudato Si c'est génial, mais comment je peux l'actionner sur le terrain? Eh bien voilà, on s'est dit, on va faire une décomposition du problème. Il faut être cartésien quand il le faut,
pas trop, parce qu'on va dans les silos sinon, mais quand il le faut, il faut l'être. Et vous voyez, on a fait une décomposition des sujets en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau environnemental, c'est le niveau dans lequel les écolos traditionnels œuvrent en général. Après, il y a un deuxième niveau qui est le niveau socio-économique, culturel. Et celui-là, ce sont les entreprises, ce sont les associations, les organisations humaines, les communes, tout ce qu'on veut. Et puis il y a un troisième niveau qu'on oublie, qui est le niveau spirituel, éthique, artistique, qui fait voir le sujet sous un autre angle. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de montrer que ces 3 niveaux ne sont pas séparés, mais évidemment sont emboîtés les uns dans les autres et sont en interaction les uns avec les autres. Alors désolé, ça peut vous paraître un peu compliqué. Bon, biosphère, tout le monde voit ce que c'est facile. Infosphère ou technosphère, tout le monde connaît également, c'est ce qu'on a créé, nous autres les hommes et femmes de la planète, pour communiquer entre nous, pour créer de l'information, des bases de données et tout ce que vous voulez. Et puis au-dessus, il y a cette noosphère, donc c'est une idée de Teilhard de Chardin. Noos, ça veut dire l'esprit. Donc c'est la couche pensante, c'est l'ensemble des consciences qui se rapprochent, qui communiquent dans des prises de conscience et dans une vue qui va s'unifier progressivement. Donc c'est ça la vision de Teilhard de Chardin. Alors la noosphère n'existe pas encore, mais elle va se construire progressivement, si on a la foi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que si on regarde que la biosphère, on peut faire des grosses bêtises, et on peut prendre des mauvaises décisions. Exemple, je vais refaire mon tennis de manière écologique, mais j'aurai plus les moyens de financer la cantine. Vous voyez, donc il y a des espèces de contradictions qui opèrent. Si je reste uniquement à un niveau de l'infosphère, eh bien, je peux développer la croissance économique de manière stupide en détruisant la biosphère. Donc ça crée des contradictions. Et si je reste trop dans mes nuages de la noosphère, même chose, je n'ai pas les pieds sur terre. Mais en revanche, si je suis dans l'infosphère et que je ne vois pas ce qui se passe ici, c'est-à-dire l'impact sur l'humain, eh bien, je peux faire autant de bêtises qu'en ne regardant pas les impacts sur l'environnement. Et donc, je dirais dans la continuité du pape François, on essaye de montrer avec ces 3 niveaux qu'il faut les étudier les uns après les autres et les uns en interaction avec les autres. Et voilà la méthodologie donc nous avons employée pour le terrain de tennis, mais pour bien d'autres sujets, qui consiste à dire, d'abord, d'emblée avoir une vue systémique, holistique. Alors ce mot, je ne sais pas si vous le connaissez, mais holistique, ça veut dire d'ensemble, si vous voulez. Hein. Donc c'est déjà, il faut rentrer dans un sujet écologique avec cette vue-là, obligatoirement. Ensuite, identifier les 3 niveaux. Quel est mon impact sur la biosphère? Quel est mon impact au niveau de l'infosphère? Quel est mon impact au niveau de la noosphère? Donc essayer de comprendre quels sont les facteurs impliqués pour chacun des niveaux. Évidemment, hein, on commence par séparer pour ensuite réfléchir aux interactions interniveaux. Donc si je fais ceci, j'impacte ici, j'impacte ici, j'impacte d'ici à là, etc. Je vais vous donner un exemple dans un instant. Et une fois qu'on a fait ces analyses des différents facteurs et des interactions entre eux, eh bien, je peux faire mon calcul bénéfice-risque, mais bénéfice-risque pas seulement économique. Il ne s'agit pas juste de calculer, là je vais gagner 3 € et là je vais en perdre 50. C'est bénéfice-risque sur la question de l'humain, de la spiritualité, de l'éthique, autant que du côté économique et social, autant que du côté environnemental. Donc l'approche bénéfice-risque, il faut la décliner à chacun des 3 niveaux. Voilà. Alors donc, exemple, on a par exemple beaucoup traité, vous verrez dans le livre que je vous ai montré, il est là, j'en ai 3 exemplaires, donc si des gens sont intéressés, évidemment, je pourrais les donner. Alors,
On a beaucoup travaillé sur la question des cantines scolaires. Bon, je pense que ça parle à tout le monde connaît les cantines, a été ou a des enfants qui... Bon, voilà. Dans les cantines scolaires, on peut... alors, on avait quelqu'un qui était une spécialiste, enfin qui est toujours une spécialiste des cantines scolaires, et donc on a appliqué cette méthode à 3 niveaux pour analyser la problématique des cantines scolaires. Donc, évidemment que c'est une problématique de niveau 2, il y a tout un tas d'entreprises qui s'enchaînent entre ceux qui font la cuisine, je ne sais où, ceux qui livrent les plats, ceux qui font réchauffer les plats, ceux qui distribuent... Enfin, bon, il y a tout un ensemble d'acteurs économiques qui s'enchaînent avec, pour à la fin fournir un plat à un enfant au bon moment. Alors là, on doit se poser les questions sur l'économique. À chaque fois, quelle est l'interaction ou le manque, c'est là qu'on a découvert, le manque d'interaction entre ces différents acteurs. Mais c'est effrayant. Les enseignants ne savent pas ce qui se passe dans les cantines du tout. Les acteurs qui font la cuisine ne savent pas ce qui se passe quand on distribue les plats et à quel point les enfants jettent ou pas des choses. Donc déjà, cette analyse du niveau 2 a bien montré que les acteurs ne sont pas connectés entre eux, ne se connaissent pas. Après, évidemment, c'est assez facile de comprendre l'impact sur le niveau 1. Où est-ce que j'achète mes produits? Est-ce que c'est des circuits courts? Est-ce que c'est du bio ou pas? Et combien je jette? Là, on a fait des tas d'études sur le sujet. Il y avait une bonne idée qui avait été dit, ah ben tiens, on va mettre des poubelles et les enfants vont jeter dans la poubelle ce qu'ils n'ont pas à manger. Et puis, quand ça arrive à un certain niveau, ça va allumer une lumière rouge en disant, ah c'est pas bien, vous jetez trop. Bon. C'est une bonne idée parce que comme ça ils vont être conscients de la quantité de choses qu'ils jettent. Très mauvaise idée. Et là il y a un monsieur tout à l'heure qui a dit il faut prendre en compte le côté psychologique. Les enfants ça les amusait. Alors ils ont jeté au maximum pour que tous les voyants soient rouges. Vous voyez, donc ça c'est tout bête, c'est une anecdote. Mais c'est une anecdote pour dire que si je regarde que la pure question environnementale, j'oublie le côté humain. Là c'est un exemple psychologique. Mais évidemment, les exemples d'ordre spirituel sont là présents également. La notion de gaspillage, est-ce que les enfants ont compris que gaspiller, jeter, c'est comme dit le pape François, c'est enlever de la nourriture de la table des pauvres? Oula! Alors là, si on dit ça, ça change complètement ce petit acte qui est de jeter un bout de pain ou je sais pas quoi, ou bon, voilà. Vous voyez, donc à chaque fois, l'étude de niveau 1 doit être articulée avec le niveau 2, doit être articulée avec le niveau 3 et chercher toutes les interactions. C'est du boulot, hein, c'est pas facile, mais n'empêche que c'est comme ça que c'est ce que nous proposons de faire. Alors là, le modèle à 3 niveaux, je l'ai utilisé sur le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, très souvent, quand on parle du numérique, ben, ça a été dit tout à l'heure, oui, le numérique, c'est de l'énergie, c'est des métaux rares, c'est le problème de recyclage. Ok. Bon, on ne sait pas très bien d'ailleurs de combien, hein, c'est un problème. Enfin, bon. Après, au niveau 2, bah oui, on analyse en disant, bah oui, c'est super parce que de chez moi, je peux réserver mon billet de train, je peux payer mes impôts, enfin bon, il y a plein de services de toutes sortes qui se trouvent ici. Mais le niveau 3, on ne l'aborde pas suffisamment pour bien expliquer que, attention, au niveau 3, on commence à bien voir l'impact des images, et en particulier des images violentes sur le cerveau. On comprend beaucoup mieux à quel point les outils d'intelligence artificielle opèrent une horizontalisation du monde, donc empêchent de voir le vertical. La transcendance est finalement annihilée par la vue horizontale des outils d'intelligence artificielle. Donc ça a un impact sur notre foi. Vous voyez, donc le niveau 3 du numérique est extrêmement important à analyser. Même si on résolvait tous les problèmes au niveau 1 et qu'on n'a rien fait ici, ça sera tout autant une catastrophe pour l'humanité.
Voilà, donc comment notre travail a continué? Eh bien voilà, on a posé cette question, quelle démarche adopter pour que la transition écologique se fasse avec tout le monde et pour tout le monde? Alors le pour tout le monde, c'est l'objet de la solidarité, c'est l'objet de la journée. Mais avec tout le monde, j'aimerais juste pour conclure dire un petit mot là-dessus. On a vu beaucoup de gens, comme je vous ai dit, on a essayé de faire venir au Centre Teilhard de Chardin pas mal de monde, et on se rend compte que ce sujet de l'écologie est beaucoup trop politisé, au sens clivant. Et on se rend compte que très rapidement, le dialogue n'opère pas. Parce que, ben voilà, alors, toi t'es nucléaire, moi je suis anti-nucléaire, toi t'es ceci, moi je suis cela. Donc chacun dans son petit silo. Alors on va aller rencontrer que les gens qui sont d'accord avec nous, hein, grâce aux réseaux sociaux, on se met ensemble et on ne voit que, voilà. Et on est en train, à ce moment-là, en fragmentant la population écolo, eh bien on est en train de faire plus de mal que de bien. Parce qu'à la fin, l'écologie humaine est catastrophique. Et deuxièmement, on ne trouve pas de solution ensemble. Et je reviens à ce que disait Anne juste avant. Donc, on a inventé un nouveau concept, et vous pourrez trouver les articles sur le site du Centre Teilhard de Chardin, qui est l'écologie d'union. Et on dit, voilà, il faut prolonger l'écologie intégrale avec, premièrement, une méthodologie pour la rendre opérationnelle, et deuxièmement, avec l'optique de sortir des clivages, d'arrêter de mettre des divisions partout. Alors ça, c'est Teilhard de Chardin. L'inspiration de Teilhard, c'est ça. Il faut chercher la communion. Il faut chercher à promouvoir les relations de façon à ce que la noosphère se crée progressivement. Et je termine avec cette phrase que j'ai adorée. Je ne sais plus si c'était à Castel Gandolfo qui l'a dit ou plus tard. Je crois que c'est plus tard. C'est un discours assez récent. Donc Léon XIV qui a repris évidemment le flambeau sur l'écologie intégrale, hein, sans réflexion, sans difficulté. Pour lui, c'était une évidence de poursuivre. Mais comme il connaît très bien l'intelligence artificielle aussi, parce qu'il est scientifique, c'est intéressant de l'écouter. Il fait des jonctions passionnantes. Et il a dit cette phrase: si vous voulez cultiver la paix, prenez soin de la création. Voilà, ce sera ma conclusion. Merci beaucoup pour vos exposés qui nous ont permis de bien comprendre et le contenu de Laudato Si et voilà, vous avez aussi donné un outil d'analyse pour pouvoir voir un peu la vie autrement grâce à Laudato Si. On a une dizaine de minutes pour échanger. Est-ce que vous avez des réactions et des questions pour Bruno et Anne? Oui. Je pense qu'on est assez... Oui, donc par rapport à la conclusion qu'on connaît, qui est en fait comment avancer ensemble et pas fracturer sur ces questions, moi-même j'en suis convaincu, et à la fois on est devant des choses tellement clivantes par elles-mêmes que en fait c'est très difficile de savoir comment avancer. Je vais prendre un exemple très clivant, la loi du plomb. On a une loi donc, qui veut réintroduire des néonicotinoïdes. Dans le même temps, on a un article de la revue Nature donc, qui insiste à nouveau sur les effets directs de ces produits sur le cancer. On a de l'autre côté 2 millions de Français qui votent une pétition contre. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, le gouvernement veut la remettre sur le tapis. Et donc, dans des cas de clivage pareils, même après avoir lu Laudato Si 10 fois, on se dit mais comment c'est possible, voilà. Et comment mettre des passerelles entre ces deux mondes qui ne... Voilà, sachant qu'on est quand même plus dans un monde d'un côté que de l'autre de la barrière, a priori. Oui, bon, pardon, tu veux peut-être commencer. Bon. Je crois que la volonté d'union n'évitera pas des moments de conflit, c'est évident. Hein, je veux dire que c'est humain et on n'est pas d'accord. Et puis bon, voilà. On a dans le livre découvert quelque chose qui a été inventé au
XIIe siècle, par saint Bonaventure, qui est la coïncidence des opposés. C'est-à-dire, oui, on n'est pas d'accord tous les deux. On va pas quand même se taper dessus, parce que bon, mais on n'est pas d'accord. Eh bien, comment sortir d'un désaccord par le haut? Et donc, ce que disait saint Bonaventure, c'est très intéressant, c'est de dire, il faut sortir de votre cadre strict, qui est l'analyse du produit chimique et l'impact sur l'agriculture, je ne sais pas quoi, pour essayer de voir un cran au-dessus. Et si ça ne va pas, on monte encore un cran au-dessus. Et à force de monter, ben, on arrive au créateur. Vous voyez, et donc c'est en fait prendre de la hauteur par rapport au sujet. De dire, essayons de retrouver un consensus, pas sur l'élément conflictuel, parce que ça on n'y arrivera pas, mais hop, si on dit, bon ben voilà, pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, pensons à l'avenir de l'humanité. Bon, alors, c'est là qu'on va se rejoindre. On se rejoint sur les grandes valeurs, sur grandes au sens haute, si vous voulez. Et donc, l'idée, c'est de dire, les conflits sont inévitables, mais si on a l'effort, si on fait l'effort d'essayer d'en sortir, et à chaque fois en passant au niveau des dessus, on peut quand même arriver à avancer ensemble. Mais du coup, je vais compléter. Je pense que le dialogue, ça prend du temps. Et c'est compliqué, on n'aime pas les trucs qui prennent du temps et qui demandent de mettre des gens autour. Je pense qu'il y a des a priori à dépasser, de rentrer effectivement dans la complexité. Moi, c'est quelque chose qui me paraît important. Voilà, mais quelque part, pourquoi est-ce qu'il défend ça d'un côté, et pourquoi l'autre il n'est pas d'accord, et comment est-ce qu'il est concerné. Et je pense qu'on a quand même une boussole qui est extrêmement riche en tant que chrétien et en tant que catholique, même c'est la doctrine sociale de l'Église. Il y a toute cette réflexion qui date du coup de Léon XIII, donc ça fait, et qui s'est enrichie et qui donne des grands principes. Et moi, spontanément, je pense à l'option préférentielle pour les pauvres, qui est cette idée de dire, bon, il y a l'attention aux pauvres, mais ça va au-delà, c'est-à-dire que si on prend en compte les pauvres et les plus pauvres, on laissera personne de côté. Parce que c'est comme quand je viens prendre cette image, c'est comme quand on marche en randonnée, si on marche au rythme de celui qui marche le plus lentement, on va perdre personne. Donc allons voir aussi ce que les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables ont à dire sur ces sujets-là. Et sûrement que ça va éclairer les choses différemment. Et un dernier élément de réponse par rapport à ça, moi sur des situations de discussion sur des sujets un peu clivants au niveau écologique, moi ce que j'ai vécu notamment en paroisse, et on travaille beaucoup avec le mouvement Laudato Si sur une autre encyclique du pape François qui s'appelle Dilexit Nos, qui est la dernière encyclique qu'il a écrite, qui parle de l'amour de Dieu à travers le Sacré-Cœur, mais c'est très centré sur l'amour de Dieu. Et quand on revient comme ça à ce qui nous réunit, cette dimension d'amour, c'est incroyable de voir des personnes qui, quelque part, ne devraient pas se parler, qui commencent à se parler et à s'apporter les uns les autres. Et je pense qu'on a peut-être aussi à apporter ça, c'est-à-dire à la fois ce regard de la doctrine sociale de l'Église qui nous éclaire, et à la fois cette dimension d'amour à remettre au cœur, l'amour les uns pour les autres, de la création de Dieu. Oui. Oui, moi c'est des interrogations par rapport à votre intervention que je trouve qui m'apprennent beaucoup de choses. J'ai découvert aussi le dossier qui m'a énormément inspiré dans la vie chrétienne. Je sors du catéchisme ce matin avec des CE1, les merveilles du monde. Ça renvoie des choses que j'ai pas appris il y a 65 ans. Et puis, alors par contre, oui, en même temps je suis d'origine jurassienne, je suis engagé à l'FI. Donc la vie politique, là, de Chardin, je crois que c'est quelqu'un qui n'a pas de représentation du politique et non pas de la politique, sur l'ambition qu'on peut faire des choses en commun avec la cité, quoi. Voilà. Et autre chose, je pense qu'aussi, ce que vous venez de dire, ça me renvoie aussi mon engagement. Et je pense que moi, je suis de formation Sciences Éco aussi. Je crois que l'économique a pris une dimension phénoménale dans nos sociétés. On se reconnaît qu'à travers l'économie, ce qu'on possède, ce qu'on ne possède pas. Et je trouve que ça a détruit tous les échanges. Et moi, je travaille sur le principe du bien commun. Et pour moi, la planète, c'est un bien commun. Aussi, le monde de l'agriculture est plus compliqué que ça. Puis, puisque j'ai un bon-père qui est agriculteur, il y a cette notion de la propriété. Je trouve
empêché, je dirais presque, d'avoir vraiment des exploitations, c'est pas le bon mot, exploitation, ça m'énerve, une culture, comme vous dites, de jardinier. Hein, c'est-à-dire de produire pour le bien-être des autres et non pas aussi faire de l'argent, comme on voit dans tout système économique, quel que soit ce qu'on fabrique. Voilà. C'est des réflexions qui m'intéressent. Des commentaires. Oui. Nous a parlé tout à l'heure de conversion écologique, c'est pas la conversion à l'écologie. C'est un vaste sujet, mais est-ce que vous pouvez développer un peu comment on distingue les deux? Oui, alors en fait, parce que il y a des tensions hein, dans l'Église j'ai un ancien collègue qui est carmélite et qui disait qu'il a vu les remarques de ses collègues qui lui disaient oui toi tu prêches Laudato Si, moi je prêche l'Évangile. C'est quand même un peu violent. Et justement il y a cet enjeu de faire comprendre qu'on parle bien de l'Évangile, on parle bien de la foi, on parle bien de cette direction d'amour. Le terme de conversion écologique, enfin besoin d'une conversion écologique, c'est intéressant. Ça ne vient pas du pape François, c'est Jean-Paul II qui l'a employé en premier. Avec vraiment cette prise de conscience que finalement on n'est peut-être pas assez regardé dans cette direction-là. Et je pense qu'il faut le comprendre en se disant, mais quand je dis pas conversion écologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une conversion à une doctrine qui serait une sorte de doctrine écologique qui irait se rajouter par rapport à la foi chrétienne et qui serait une sorte de nouveauté. C'est pas ça. C'est de dire, on regarde une partie du monde qu'on n'a peut-être pas regardé, enfin qu'on n'a sans doute pas regardé ou pas bien regardé. Et on se dit, voilà, il y a ces problèmes, et qu'est-ce que notre foi nous permet de dire? Et du coup, pour moi, c'est plus élargir le regard en se disant, et je vais prendre un exemple derrière, en se disant comment est-ce que aussi je suis concernée par ces questions-là, sans oublier les autres, mais avoir un regard plus large sur le monde. Et je pense, je parle beaucoup du Secours catholique, mais d'ailleurs le Secours catholique vient de devenir organisation membre du mouvement Laudato Si, j'ai pas eu l'occasion d'annoncer encore, donc voilà. Donc du coup ils se rejoignent le mouvement en tant qu'organisation, le Secours catholique. Ils font un travail très intéressant avec leurs bénévoles. En disant, voilà, nous on a des bénévoles qui travaillent dans des friperies sur des ventes de vêtements de seconde main. Eux, ils font ça parce que ça rend service à des personnes en précarité. Donc ils font ça pour la dimension sociale. Et nous, on va les voir et on leur dit, mais en fait, ce que vous faites, c'est très vertueux au niveau environnemental. C'est du recyclage, mais ils n'y pensent pas. Et je pense que cette ouverture de regard, elle va dans les deux sens. Elle va pour prendre conscience de ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas. Et il y a aussi prendre conscience peut-être que ce qu'on fait, on est déjà dans une logique d'écologie intégrale. Donc c'est quelque chose de, je pense, d'ouverture de l'esprit et d'unification. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Voilà. Et ça le sort complètement de la question politique. Il y a une place très noble de la politique. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont des enjeux politiques au sens noble, en disant voilà, qu'est-ce qu'on fait, comment on partage les ressources, comment est-ce qu'on prend soin des plus vulnérables. Ça, c'est des vraies questions politiques. Comment on prend des solutions, parce que les solutions ne peuvent pas jouer uniquement au niveau individuel. Voilà. Mais il y a aussi ce côté de dire voilà, comment est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de partisan, mais on est vraiment dans l'ouverture du regard et l'appel à la réflexion et à la conversion. C'est ça, j'aurais juste rebondir un tout petit peu, et tu l'as juste évoqué, c'est l'individuel versus le collectif. Et je crois que dans la conversion écologique, il y a les deux aspects. Il y a la conversion personnelle, chacun de nous, par rapport à notre vie et aux décisions qu'on prend. Et ensuite, effectivement, il y a une dimension collective. Et on sent bien que dans l'écologie, il y a toujours ces deux niveaux, hein, mais ça ne peut pas être que l'un, ça ne peut pas être que l'autre. On ne peut pas simplement critiquer le système ou les politiques qui font comme ci, qui ne font pas comme ça, sans avoir soi-même fait quelque chose et avoir une conversion personnelle, et réciproquement. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours les deux ensemble. Et je pense que dans le texte, il y a un équilibre qui est trouvé, un savant équilibre entre le côté individuel et le côté collectif. À certains passages, c'est très vers le collectif, donc le systémique, les paradigmes technocratiques. Et tout. À d'autres moments, c'est beaucoup plus sur le personnel. Ça nous interpelle vraiment en tant que personne. Et donc, à la fin, je crois qu'on ressort de la lecture du texte avec quelque chose d'assez équilibré. Oui, il y a une phrase dans Laudato Deum qui résume bien ça, où le pape François dit qu'il ne faut pas négliger l'impact des petites actions et des petits changements individuels parce que ça contribue à créer une nouvelle culture et ça dépasse l'impact juste de l'action. Et en même temps, il faut être réaliste et voir que les grandes solutions, elles reposent sur des décisions politiques et des décisions notamment au niveau international. Donc il faut bien tenir les deux ensemble. Il faut les deux ensemble.
Merci beaucoup. Il est 16h35, je vous propose de peut-être poursuivre les échanges en prenant l'air, si jamais vous voulez continuer à discuter. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions.